Il y a deux origines à ce roman. La première, c'est un voyage que j'ai fait sur la côte ouest des États-Unis et la découverte d'une toute petite ville qui s'appelle Cannon Beach, et qui est une station balnéaire, mais que j'ai découverte hors saison, qui était vide, avec un paysage comme ça assez hérissé, des rochers, un paysage volcanique, euh, des arbres tordus par le vent et qui avaient conservé leur forme distordue, et puis un motel dans cette petite ville de Cannon Beach qui s'appelle The Waves et qui va réapparaître dans le roman, et dans lequel je me suis retrouvée avec des grandes baies vitrées qui donnaient sur l'océan, un motel de cinéma des années 70 avec une décoration comme ça très kitsch, et puis cette sensation de bout du monde en fait. Et quand je me suis retrouvée là, tout de suite j'ai eu envie d'écrire une histoire qui se passerait là. Et puis très peu de temps après mon retour, peut-être 1 ou 2 semaines après, je suis tombée sur une photo du Monde qui illustrait un article sur la crise des subprimes. Et c'est une photo dans laquelle on voit des petits pavillons comme ça dans des matériaux récents, mais avec des frontons un petit peu mégalomane comme ça. Et puis de l'autre côté de la rue, un lampadaire sous lequel il y a un tas d'ordures qui ont été abandonnées, un tas d'affaires en fait, qui ont été abandonnées par les gens qui ont dû quitter cette maison. Et donc on y voit des sacs plastiques, des bâches, un vieux reste de moquette, 3 matelas. Et puis au-dessus de tous ces détritus, il y a une immense peluche de panthère. Et j'ai eu envie de raconter l'histoire de la famille qui avait habité cette maison en voyant cette photo. Et en particulier cette peluche qui laissait imaginer peut-être un père de famille rentrant le soir de Noël avec sa peluche sous le bras. Voilà, toute la photo signifiait l'absence de cette famille, le départ obligé, et la conjugaison donc, de ces deux désirs, de ces deux émotions, à la fois devant ce lieu tellement fort de Cannon Beach, et puis cette photo qui racontait aussi une histoire forte et douloureuse. La conjugaison des deux désirs a donné ce roman, Plus rien que les vagues et le vent, qui raconte l'histoire d'un Français qui échoue dans un motel à Cannon Beach et qui se lie avec des habitants de la petite ville qui voient tous les soirs dans un bar, et ces habitants lui racontent leur histoire, et ils se sentent de plus en plus liés par ces histoires, et à la fois il y a une menace qui plane et qui ne cesse de l'inquiéter. Et parmi ces personnages, il y a le personnage de Colter qui pour moi est celui qui a habité cette maison et qui un soir est rentré dans la maison vide. Oui, je crois que ce qui est nouveau dans ce roman, c'est la présence de cette dimension sociale qui était très ténue dans les autres récits. Elle est présente essentiellement à travers les récits que font ces personnages au bar, et qui sont des histoires de fugue, des histoires de rupture, des histoires de paternité dans lesquelles les pères révèlent qu'ils ne sont pas les pères. Mais toutes ces histoires sont vraiment inscrites dans des lieux qui sont frappés par la crise. Ou bien encore une histoire de frères qui s'engagent dans l'armée. Tout ça fait que dans le roman court aussi cette présence forte des effets de la crise, d'un certain état de l'Amérique, en fait. Le contexte économique joue un rôle important dans l'histoire, tout en étant toujours traité à travers les fables qu'il induit, en fait. Ces histoires douloureuses que chacun raconte, le narrateur dans le bar. Cette dimension sociale ou politique, comme ça, qui est beaucoup plus présente, elle est liée aussi au fait que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de voyages aux États-Unis ces derniers temps. J'étais souvent invitée dans des États très différents, et que chaque fois c'était à la fois une confrontation avec des paysages et avec tout ce que ces paysages américains ont d'influence sur nos imaginaires, et l'histoire aussi de nos rapports à ces paysages, qui sont un rapport
essentiellement cinématographiques, mais qui font que ce sont des paysages qui sont forts, comme ça, qui sont porteurs d'histoires potentielles. Et puis des rencontres avec des gens dont certains avaient été touchés par la crise. Et voilà, le désir que ce soit présent, et qu'à la fois ce soit présent toujours à travers aussi ce que ça induit d'histoires particulières, en fait, et de récits autour de ces histoires particulières. Ce qui me touche aussi dans ces thèmes sociaux ou économiques, ou avec cette question de l'engagement de l'Amérique dans la guerre en Irak, c'est aussi tout ce que ça véhicule d'émotions, d'histoires particulières, et en particulier la présence, le frère qui s'engage en Irak et dont le narrateur imagine le rapport qu'il entretient avec ces paysages irakiens, qui est un rapport étrange, parce que c'est un rapport à la fois de dépaysement, puisqu'il n'a jamais connu que la pluie de l'Oregon, et qu'il est confronté à ces paysages comme ça, enfouis sous la chaleur, et en même temps de vergers, à la fois de sable et de vergers, et à la fois son rapport au paysage est un rapport de dévastation. Enfin, ça m'intéressait aussi sur le temps de ces quelques pages qui imaginent ce frère dans les paysages d'Irak, de décrire cette violence-là aussi du rapport au paysage, et tout ce que la dévastation du paysage, qui est donc le rapport qu'il entretient avec ce lieu, aussi induit de dévastation intérieure. Et voilà, et cette situation-là, de se retrouver à faire la guerre, à imaginer pour supporter la situation qu'on est en train de tourner un film. Et c'est un jeune homme que j'avais rencontré il y a quelques années qui avait été pris dans une guerre et qui me racontait que la manière de tenir, c'était de s'imaginer qu'on était dans un film. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, donc que j'attribue, c'est une pensée que j'attribue à ce personnage. La guerre, c'est aussi le corps impliqué dans un espace, et le rapport très très violent que ce corps entretient avec l'espace, un rapport extrême. Et ça m'intéressait de le décrire aussi du point de vue des émotions que ça engendrait, à la fois chez celui qui fait la guerre, mais aussi chez le frère resté dans l'Oregon, et aussi chez le narrateur qui entend cette histoire. Alors c'est vrai que ce sont des thèmes aussi qui sont très présents dans la littérature américaine contemporaine, dans le roman contemporain. Quand j'ai écrit ces pages sur la guerre en Irak, je me suis dit que j'allais lire le livre de Kevin Powers, parce qu'en fait je voulais avoir des précisions techniques sur le matériel des soldats, sur le type d'habits qu'ils portaient, et je voulais juste introduire quelques détails techniques, parce que j'aime bien le faire de manière générale, à la fois pour introduire la crédibilité, mais aussi parce que dans le détail technique, il y a aussi de l'absurde, enfin, ça joue aussi avec la violence de la guerre, de préciser ça. Et en fait, il n'y a pas une seule notation dans ce roman, c'est quand même vraiment étrange, ça m'a surprise. Il n'y a rien sur le type d'armes, quasiment rien sur l'uniforme. Au fond, Kevin Powers, qui a fait cette guerre en Irak, et qui, toute la singularité du roman était présentée comme celle d'un ancien soldat qui s'était mis à écrire, traite d'une manière extrêmement, on pourrait presque dire poétique et romanesque au sens très vieux du terme, cette guerre, et pas du tout en des termes techniques. Donc pour introduire mes petites notations techniques, j'ai dû faire des recherches plutôt sur des sites américains. Je pense que le rapport du corps des personnages au paysage est très important. Pour moi, il était présent par exemple dans L'évaporation de l'oncle, où quand la belle-mère de Yassou traversait le fleuve pour aller rejoindre l'oncle dans l'auberge, c'était un moment qui était à la fois plein du désir de se retrouver dans l'auberge et de l'attente de ce moment, et de l'humidité du fleuve, et du froissement de l'eau et du froissement des feuilles des saules, et cette sorte de symbiose entre les lieux, le paysage, les sensations tactiles du paysage et l'état intérieur des personnages est fondamentale pour moi. Et dans ce roman, c'est l'océan, enfin la présence de l'océan est extrêmement forte, et du coup elle marque les différents personnages. Elle marque effectivement McCain, dont le front ridé et ondulé est comme un pictogramme de l'océan.
il marque peut-être le visage de Wendy, dont il est dit qu'il est aussi comme un paysage. Et l'océan est ce qu'on appelle parfois la colère de l'océan, qui est au fond une projection évidemment anthropomorphe. Cette colère-là, elle est prise à la lettre et elle est déportée sur chacun des personnages qui habitent Cannon Beach et dont le corps est comme façonné par cette violence de l'océan. Et qui fait que ce sont des personnages qui ont toujours cette colère contenue, qui peut toujours déborder comme l'océan proche. Oui, la menace qui pèse sur le personnage et qui tient aux individus qui l'entourent est aussi portée par le paysage, qui est un paysage menaçant, qui est menaçant à la fois parce que c'est un paysage volcanique, qu'il y a eu une éruption récente dans les années 80 d'un volcan. On savait qu'il n'était pas éteint, mais qui était tranquille depuis tellement d'années, qu'il était vraiment considéré comme un lieu de loisir. Et cette éruption qui a été mortelle pour un certain nombre d'habitants et qui a été extrêmement destructrice, a modifié le rapport des habitants au paysage. En tout cas, c'est ce que dit le roman, qu'il a détruit le rapport de confiance avec le paysage que les habitants avaient. Et c'est aussi la menace de l'eau, c'est la menace de l'océan, c'est la menace des vagues. C'est aussi cette sensation-là d'être sur un bout de monde qui est toujours une sensation anxiogène. Et à la fois c'est un bout de monde, mais tout n'est pas fini, puisque derrière l'océan qu'on ne voit pas, il y a le Japon. Et effectivement, il y a un moment où le narrateur dit qu'il n'y a plus que le Japon en face de vous, et c'est vrai que c'était une manière pour moi de créer un lien implicite avec Love Hotel et avec aussi cette menace du tsunami qui est à l'origine du roman Love Hotel. Et donc toutes sortes de... le lieu est menaçant à la fois par cette nature volcanique, par la présence de l'eau, par pour le lecteur le rappel de la catastrophe du tsunami de l'autre côté du Pacifique, et aussi ce Pacifique si mal nommé. Et ça, c'est une réflexion que fait ou Lewis ou Clark, je ne me souviens plus, et mon narrateur non plus dit que c'est Lewis ou Clark, dans les récits d'expédition. Parce qu'il y a aussi une troisième, pas vraiment origine, mais quelque chose qui s'est greffé là-dessus, dont je n'ai pas encore parlé. Mais j'avais acheté bien avant de faire ce voyage, l'édition que Michel Lebris avait faite des récits d'expédition de Lewis et Clark, qui donc tout début du 19e, dans les années 1802, ont été envoyés par Jefferson pour faire une grande marche jusqu'à l'extrémité ouest, jusqu'au Pacifique, pour faire une recension de la faune, de la flore, des relations avec les Indiens, voilà, une espèce de cartographie comme ça du territoire. Et donc il y a eu un certain nombre de récits de voyage qui ont été faits par plusieurs plusieurs personnes de cette expédition. Et Michel Lebris en a traduit quelques-uns par fragments, en introduisant une continuité narrative. Et j'avais acheté ce livre qui devait être comme ça sur une table extérieure de librairie, et parce que ça m'intéressait, cette question du rapport au paysage et cette histoire de l'Amérique qui habite aussi mes romans depuis un certain temps. Et puis, comme beaucoup de livres que j'achète, je l'avais mis de côté. Et quand je suis allée dans l'Oregon, j'ai été invitée donc à parler de mes romans, en particulier dans une université qui s'appelle Lewis and Clark. Et donc, on m'a aussi reparlé de cette expédition. Et peu à peu est intervenue dans le roman. Enfin, je me suis mise à lire ce récit d'expédition. Et dans le roman, c'est aussi une des strates de l'histoire qui vient énerver le paysage, qui est la trace invisible et puis la trace visible, par exemple à travers l'attribution de nom propre de ces hommes de cette expédition dans l'Oregon. Et
ce qui m'intéressait là aussi, c'était le rapport au paysage, en particulier ces paysages de pluie qui arrêtent l'expédition, qui font que pendant très longtemps les hommes de l'expédition restent sur la rive dans des conditions hostiles, font cette épreuve de l'humidité, des vêtements qui moisissent, des moustiquaires abîmés, et voilà, toute cette violence aussi passée du rapport au paysage qui va à la fois qui est présente pour le narrateur et pour un personnage qui s'appelle Perry et qui est venu s'installer dans une auberge à quelques kilomètres de la côte pour dans ce dessin-là de reproduire le trajet de ces hommes et de noter les différences de paysages entre ceux qui sont décrits dans l'expédition et les paysages actuels. Et ils apparaissent un peu comme des fantômes dans les mémoires, pas d'une manière fantastique, mais ils hantent ces paysages. Et parfois, quand j'écrivais ces passages, je pensais au film de Bertrand Tavernier avec Tommy Lee Jones dans La brume électrique, et à cette manière dont les confédérés hantent les bayous, les fantômes des confédérés. Donc voilà, il y a cette présence fantomatique des hommes de l'expédition qui encore une fois n'est pas fantastique, mais qui est plutôt comme une strate de mémoire et comme ce fait-là qu'on ne se débarrasse pas du passé, et qu'un lieu qu'on traverse est un lieu qui a déjà été traversé et que ces traversées antérieures modifient le paysage à la fois parfois de manière concrète, mais aussi dans nos imaginaires. Oui, c'est très juste. Il y a ce mouvement de va-et-vient constant qui touche plusieurs éléments du roman et qui entre en mimétisme avec le mouvement de l'océan. Le narrateur dit très tôt que ce qui compte, c'est que vous entendiez l'océan. Et effectivement, il y a un certain nombre de relais comme ça qui vont mimer ce mouvement de l'océan, qui ne sont pas toujours des choses dont j'avais conscience, ou mon écriture est des choses dont j'avais conscience, mais d'autres non. Et du coup, cette contagion de l'océan qui est aussi un des thèmes principaux du livre, cette contagion de la colère de l'océan, la manière dont il influe sur les corps et les agissements. Cette contagion de l'océan, elle travaille aussi l'écriture, elle travaille un certain nombre de motifs. Alors c'est vrai, le va-et-vient de la jupe à franges de Marie, je ne l'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai qu'il entre tout à fait en écho avec d'autres types de va-et-vient comme ça qui sont mis en scène dans le livre et qui correspondent peut-être aussi au tâtonnement du narrateur qui doit nous raconter, qui veut nous raconter son traumatisme, et à la fois qui le diffère, à la fois parce que ça lui est douloureux de le raconter, et puis en même temps parce qu'il a besoin d'installer aussi ce lieu, ces personnages, de construire ce monde pour que l'histoire prenne sens aussi pour nous. Ce qu'apporte aussi l'évocation de l'expédition de Lewis et Clark, c'est qu'elle entre aussi qu'elle véhicule aussi la question de l'exil. C'est-à-dire que ces soldats sont américains, mais ils ne sont pas ils viennent d'autres régions des États-Unis, donc le désir du retour et en même temps l'inquiétude du retour, c'est quelque chose qui les anime et que je décris pendant que je décris leur rapport au paysage, leur attente sous la pluie, ce motif-là de la maison qu'on a laissée et de ceux qu'on a laissés dans la maison, et de l'attente ou de l'absence d'attente, toutes les inquiétudes qui tournent autour de la question du départ, qui animent aussi les personnages qui fuguent dans le roman, comme le fils aîné de Colter. Et cette question-là de l'exil, elle anime aussi le personnage principal, le narrateur, qui est ce Français qui se retrouve à Cannon Beach, dont on ne sait pas pourquoi il reste, sauf qu'il nous dit à un moment que pour lui c'est le seul lieu dans lequel il peut être. C'est le troisième roman qui se passe aux États-Unis, mais je pense que chaque fois les raisons pour lesquelles le roman se passe aux États-Unis sont légèrement différentes, évoluent d'un livre à l'autre. Dans le premier, Western,
Au moment où je l'ai écrit, je n'avais été qu'une fois aux États-Unis très, très longtemps auparavant. Et donc, c'est pas du tout un roman fondé sur mon expérience de l'espace américain, mais évidemment sur mon expérience de spectatrice de cinéma, mon goût pour le western, et en particulier pour le western de Sergio Leone, et cette espèce de rencontre entre le cinéma de Sergio Leone et des procédés qui étaient déjà là dans l'origine de l'homme, qu'on peut appeler, disons, le gros plan ou l'étirement de l'histoire, le temps que l'histoire prend à se mettre en place, et voilà, l'étirement du temps et la tension qui peut être introduite dans cet étirement, qui est en même temps très contemplatif. Voilà. Tout ça qui était dans l'origine de l'homme et qui est très proche du cinéma de Sergio Leone, et qui donc reprend naissance dans un western. Journée américaine était vraiment liée, en revanche, à une expérience intime, d'une découverte de l'Oklahoma et du Colorado, dans lesquels j'avais été invitée, puis dans lesquels je suis retournée au bout d'un an en cours d'écriture, en résidence d'écriture. Donc dans le cas de western, c'était plutôt lié à un fantasme de paysage américain avec des noms imaginaires et une vision fantasmatique, et dans Journée américaine, à une expérience de l'espace américain. Mais dans ces deux cas-là, il me semble que l'enjeu était comme autant dans western et aussi par exemple dans l'évaporation de nom qui se passe au Japon, de traiter de motifs douloureux comme le deuil dans western, et le besoin de réparation, ou la fugue dans l'évaporation de l'oncle. Qu'est-ce qu'on fait avec la fugue des autres? Qu'est-ce qu'on fait avec ses propres pulsions de fugue? Mais ces motifs-là qui nous animent tous, de les rejouer justement en se déguisant, en empruntant la panoplie du cow-boy pour revivre nos deuils, et moi et le lecteur et vous. Ou bien cette question de la fugue aussi, la retraiter, mais en endossant le kimono et en se promenant dans un Japon du 19e, qui est autant un Japon de cinéma, un Japon à la Kurosawa, qu'un Japon issu aussi vraiment de l'histoire du Japon, ou du roman japonais. Et donc j'ai le sentiment que ce dépaysement, en Amérique comme au Japon, était là pour introduire un espace de jeu au moment même où on parlait de choses douloureuses qui nous affectent tous, et qu'on pouvait rejouer en se travestissant. Et donc, en réintroduisant de l'humour au moment même où on parlait de choses qui étaient plutôt liées à la nostalgie, à la mélancolie, et en faisant travailler les deux. Dans Plus rien que les vagues et le vent, c'est plutôt la question de... à travers cette question-là de l'exil, puisque cette fois c'est un Français et non pas des personnages américains ou des personnages japonais comme dans l'évaporation de l'eau, c'est un Français comme dans Love Hotel, donc qui se passe au Japon. Dans ces deux romans, Love Hotel, que j'ai écrit par nécessité après m'être retrouvée au Japon le jour du tsunami, pas dans la région du tsunami, mais en ayant le sentiment d'avoir vécu quand même cet événement avec plus de proximité que si je m'étais trouvée en France. Chaque fois, il y a cette question qui est abordée et qui est développée dans Plus rien que les vagues et le vent, de comment le paysage transforme le corps de celui qui est en exil, et comment il le transforme très matériellement, très physiologiquement, parce que le personnage ingurgite une nourriture qui est la nourriture américaine ou la nourriture japonaise dans le hôtel, parce qu'il respire un air qui est composé, qui est produit par le lieu, et cet air va physiologiquement reconstituer ses cellules et donc retravailler son corps même. Et là, ça prend encore plus d'ampleur, cette question qui était présente dans le Votel, autour à la fois de la nourriture et du paysage humide du fleuve que le Français respirait pendant sa promenade. Ça prend encore plus d'ampleur ici, puisque on le découvrira à la fin, le corps du narrateur va se transformer, même visiblement. C'est aussi un livre qui parle de cette fascination, cette idée qui traverse follement parfois, il me semble, je ne sais pas si
si ça arrive à tout le monde, mais je pense, quand on se trouve dans un lieu comme ça très éloigné, de se dire qu'on pourrait y rester. Et à la fois on sait qu'en un sens on ne pourrait pas y rester, ou plutôt que qu'y rester serait comme un bizarre renoncement. C'est-à-dire que c'est à la fois ce lieu est fascinant, il nous intéresse, on est dans un rapport très actif et d'ouverture sur le lieu, et à la fois il pourrait nous absorber. À la fois parce qu'il nous intéresse, mais en même temps parce qu'il nous éloigne de ce qu'on est. Et cette tentation-là de la métamorphose qui parfois nous traverse quand on est dans un pays très différent d'une autre, c'est aussi une pulsion qui anime ce roman. Les personnages qui gravitent autour du narrateur, et essentiellement les habitants de cette petite ville de Cannon Beach, ont tous des noms, et qui sont pour moi des noms qui sont aussi des déclencheurs d'imaginaire, que ce soit Colter ou Moses, le patron du bar, ou Harry Dean, qui habite dans l'auberge dans lequel se trouve aussi Perry, qui est donc celui qui essaye de reproduire le trajet de l'expédition Lewis et Clark, ou bien Wendy, ou la petite Marie. Tous ces noms américains sont aussi, pour moi, qui sont comme des éléments de paysage aussi, des déclencheurs d'imaginaire. Il y a, oui, un certain exotisme des noms, mais qui pour moi est déclencheur de fables, d'histoires, alors qu'effectivement le narrateur n'a pas de nom. Je me suis posé la question de le nommer. D'abord, je trouvais que ça venait pas très bien dans le récit à la première personne, de dire moi, qui m'appelle comme ceci, etc. C'était un petit peu... ça aurait été un peu rhétorique. Et puis, je n'arrivais pas à lui trouver un nom. C'est-à-dire qu'autant tous les noms américains, pour moi, avaient vraiment une fonction dans l'histoire, autant je ne trouvais pas un nom français, parce qu'il fallait que ce soit un nom français, forcément, par contraste, aussi romanesque, en fait, que les noms des personnages. Mais aussi, ça m'allait bien qu'ils soient anonymes, parce que ça allait aussi avec cette disponibilité entière, qui est celle du personnage, cette porosité, à la fois aux autres et à l'espace américain dans lequel il se trouve, au paysage. Et je crois que c'est une caractéristique de mes personnages aussi, d'être souvent, de mes personnages principaux, d'être souvent très peu définis et d'être plutôt des foyers de sensations. Et je crois que ça me permet, à la fois je pense que ça permet une plus grande identification du lecteur, puisque comme l'identité du personnage est floue, elle est libre aussi, elle est disponible, elle est accessible, et en même temps ça me permet d'introduire aussi toutes ces émotions, tout ce rapport comme ça très physique, tactile, au dehors, à l'air qu'on respire, à la matérialité du monde en fait, et qui est une chose qui m'enchante et dont j'aime faire l'éloge en fait, de ce rapport du corps au dehors, au paysage, à l'espace dans lequel il est immergé. Et donc le fait que le personnage soit relativement peu défini me permet justement de faire porter l'accent sur cette interaction simplement du corps avec le monde. Alors c'est vrai aussi que dans ce roman, on pourrait dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui étaient présents ici ou là dans des romans précédents et qui se trouvent comme ça associés, présents ensemble. La road story de Journée américaine dans les premières pages qui raconte l'arrivée à Cannon Beach dans une voiture américaine conduite automatique avec le GPS qui fait que le conducteur a une espèce de relation passive au fait de conduire. Effectivement, la première scène d'entrée dans le bar pourrait être une scène de western avec un défi implicite et la question de comment dans le bar s'imposer comme présence simplement dans la petite ville de Cannon Beach. Et puis aussi tous ces motifs, cet oncle Fugger qui est l'oncle de Moses qui aurait disparu au moment de l'éruption volcanique et dont la famille avait un temps porté le deuil avant de découvrir qu'il était vivant.
C'est encore un oncle qui fugue. Enfin, il y a plusieurs fugueurs dans Plus rien que les vagues et le vent. Il y a aussi des fils qui fuguent. Il y a des femmes qui partent aussi. Il y a, au fond, ce que je pourrais appeler le complexe d'Ulysse ou le complexe du fils prodigue. Et qui atteint, voilà, il y a aussi des épouses prodigues et puis l'oncle prodigue qui était déjà là dans l'évaporation de l'oncle et qui revient ici à travers la figure de l'oncle de Moses. L'histoire d'Ulysse, c'est vraiment pour moi une histoire structurante depuis très longtemps, à la fois dans mes textes et même plus largement. Je crois que c'est une histoire qui, enfin, une petite fille ou adolescente, enfin, il m'a toujours semblé que c'était une histoire qui laissait trois places. Il y a la place d'Ulysse, qui est l'homme qui part et qui parcourt le monde, et puis il y a la place de Pénélope qui attend dans la maison, et puis il y a la place de Circé ou de Calypso qui sont les maîtresses. Et donc voilà, c'est comme si c'était une manière de nous raconter qu'il y a trois places, celle de l'épouse, celle de la maîtresse et celle du mari qui parcourt le monde. Et évidemment, la seule place désirable entre ces trois places, c'est celle de l'homme qui parcourt le monde. Et, et cette espèce de complexe d'Ulysse, c'est aussi peut-être ce qu'on pourrait aussi appeler le complexe du cow-boy et qui est au centre de western, c'est-à-dire que pour moi western, même si on a beaucoup insisté sur la dimension ludique, c'était d'abord un roman de deuil, mais c'est aussi un roman qui mettait en scène ce personnage du cow-boy qui est celui, qui est cet homme seul, le lonesome cowboy, qui toujours reprend son cheval et qui est incapable de s'arrêter définitivement quelque part et de fonder une famille. Et il me semble que c'était un complexe dont on était un certain nombre de ma génération à être affecté. Et en tout cas, je suis affectée. Je vais faire une révélation donc, pour Mediapart du complexe du cowboy ou du complexe d'Ulysse, c'est-à-dire voilà, le complexe de l'errance, le fait de ne pas s'arrêter très longtemps et toujours finir par reprendre le cheval. En tout cas, dans l'imaginaire, et voilà, je traite comme ça, enfin, d'une manière fantasmatique, pour moi, c'était vraiment une fable structurante. Et l'autre fable structurante, pour moi, c'est la fable du fils prodigue, qui est aussi une histoire qui m'a toujours beaucoup troublée. Et ce qui me trouble dans la phase du fils prodigue, c'est le moment des retrouvailles, en fait. C'est l'embrassade du père qui aime mieux le fils prodigue que le fils qui est resté à la maison. Et ce moment-là des retrouvailles, et ça veut dire quelque chose peut-être de très bête et très naïf, mais tant pis, je le dis. Quand je vois filmer les retours d'otages ou même les photos d'embrassades de retour d'otages, j'ai littéralement les larmes aux yeux. Et pour moi, c'est un moment absolument bouleversant quand revient celui ou celle dont on pensait qu'il ne reviendrait jamais. Et pour moi, ces deux moments-là, la pulsion de fugue et le moment des retrouvailles, un moment bouleversant et inespéré des retrouvailles, et la fable d'Ulysse ou sa variante dans le cowboy, sont deux fables, celle du fils prodigue et celle d'Ulysse ou du cowboy, qui vraiment travaillent involontairement ma représentation du monde et travaillent une fiction. C'est vrai que l'histoire de Scheherazade, dès le premier roman, c'est une histoire qui a été évoquée à propos de mes récits. Alors, c'est pas une histoire qui est présente de manière consciente pour moi, contrairement à l'histoire d'Ulysse et à la fable du fils prodigue. C'est vrai qu'on m'en a souvent parlé et que je vois bien comment le fait d'étirer le récit, d'attiser le désir dans l'étirement du récit peut s'y associer. Alors, peut-être pas avec la peur d'être tuée si je ne raconte pas, mais au fond peut-être, oui, peut-être quand même avec la peur de disparaître si je ne raconte pas. Et je crois que c'est évident qu'écrire a un rapport avec l'affolement devant l'éphémère, devant ce qui disparaît et le désir de
conserver une trace de l'expérience. Enfin, voilà, tout ce qui est labile, tout ce qui est vécu dans l'instant et qui disparaît, est retenu d'une certaine manière dans les raids de l'écriture, d'une manière généralement cachée. Disons que l'écriture peut retenir des paysages d'une manière assez immédiate, mais pour le reste de mon expérience, c'est plutôt des choses qui travaillent, comme ça, des strates de mon imaginaire, et puis qui va être réinvesti dans la fiction, souvent sans que je me rende compte, ou de telle manière que je me rends compte tardivement. Ce qui est peut-être différent dans ce roman-ci, c'est que jusque-là, le plaisir de l'étirement, pour moi, c'était un plaisir en soi. C'est-à-dire que le plaisir de différer, le plaisir à la fois de prendre son temps pour contempler, parce que je pense que le plaisir de la contemplation, c'est un plaisir comme ça très immédiat aussi. Mais aussi pour faire durer, tout simplement. Cette espèce d'érotique de faire durer qui est au cœur, je crois, de la question plaisir. Cette fois, dans ce roman-là, c'est résolu à la fin. C'est-à-dire que dans l'évaporation de l'oncle, on peut jouer le jeu et se demander pendant tout le roman pourquoi l'oncle est parti, qui est la question que se pose Yasso. On n'aura pas de réponse à la fin. Et j'aime aussi les fins ouvertes. Enfin, j'aime que ça travaille dans l'imaginaire du lecteur quand le livre est achevé. Ici, j'espère qu'il y aura des choses qui travailleront aussi dans l'imaginaire du lecteur une fois le roman achevé, mais on saura ce qui est arrivé au narrateur et dont il met un certain temps avant de nous le raconter. Donc, je me suis aussi amusée. C'était un plaisir nouveau pour moi de fabriquer ce suspense et de telle manière que ce soit un vrai suspense, pas seulement une chose comme ça qui hante, comme dans les romans précédents, mais aussi une chose qui partiellement se dénoue à la fin. Il y a aussi ce fait que les conversations au bar se tiennent en anglais et donc elles nous sont racontées en français par le narrateur, mais parfois des mots anglais vont revenir parce qu'effectivement ils jouent un rôle important, ils sont des déclencheurs, bien des déclencheurs d'imaginaire, ou bien des points de résolution justement, ou des points de cristallisation de la menace en fait. Parce que il y a toujours ce double mouvement par lequel, soir après soir, à force de se rendre au bas, le narrateur se sent de plus en plus lié à Colter et aux autres, et à la fois sent la persistance d'une menace qui va s'incarner plus brutalement dans l'arrivée de McKay. Sur la question des adresses aux lecteurs qui sont présentes dans tous mes romans, ici ce qui est peut-être un peu différent, c'était aussi le cas dans Love Hotel, c'est qu'on a un narrateur, donc c'est plus moi comme narratrice, Christine Montalbetti, qui parfois me nommait moi-même dans les romans et qui parlait à mon lecteur, dans cette idée-là que le roman est une petite communauté utopique dans laquelle le lecteur et moi, nous nous penchons sur le personnage pour revivre à travers lui nos expériences. Et donc, dans cette idée-là de faire circuler nos expériences, de parfois moi-même raconter en tant que narratrice quelque chose qui m'est arrivé, un petit élément sincèrement autobiographique, comme je demande au lecteur de se souvenir d'éléments de sa vie, et tout ça autour de ce qu'est en train de vivre le personnage. Ici, ce qui est un peu différent, c'est qu'il y a un narrateur, donc je n'existe plus en tant que Christine Montalbetti. Il n'y a plus de narratrice, on est dans un rapport direct. En même temps, cette voix du narrateur, elle est à la fois neuve, c'est une voix forgée pour ce personnage, et à la fois elle véhicule des traces, bien sûr, de ma voix antérieure, et ça m'intéressait aussi de faire trembler ma voix dans la sienne, en fait, que ce soit toujours une chose. Et donc il s'adresse, comme je m'adressais au lecteur, il s'adresse constamment au lecteur. Je crois qu'il a besoin du lecteur parce que justement il entame une sorte de confession, un récit de cette histoire qui lui est arrivée, et ce récit qu'il entame n'a de sens que s'il est adressé. Et pour moi aussi, c'est-à-dire que ces adresses au lecteur, on insiste aussi beaucoup sur leur part ludique, bien sûr, elles participent de l'humour, elles sont aussi un moyen de le mettre en œuvre dans le récit, mais elles ont aussi une part très sérieuse de désir de proximité, qui est un désir qui m'anime vraiment,
Et je crois qu'à partir du moment où on a publié un premier roman, on sait que si on arrive à terminer le projet en cours, enfin, on a traversé toutes sortes d'inquiétudes bien sûr, mais que si on arrive à terminer le projet en cours, il y a de grandes chances pour qu'il soit publié et donc lu. Et, et je crois vraiment que j'écris constamment avec cette idée que le roman est une chose adressée et que le lecteur est ce qui légitime le fait d'écrire tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas de... Sinon, si je n'écrivais que pour moi, je laisserais dans des tiroirs. Il y a pas le premier temps pour moi et puis après, j'envoie au monde et on voit si, si ça intéresse quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment écrire et vraiment un geste adressé. Oui. Ce qui m'intéresse aussi, c'est à travers tous ces éléments de jeu, de travestissement, de présence de l'humour, c'est de parler de nos expériences communes. Et c'est aussi pour ça que je m'adresse constamment au lecteur. C'est-à-dire que même quand je prends, même quand je parle d'un personnage de cow-boy, ce qui pourrait nous paraître très singulier ou enfin, très extraordinaire par rapport à nos vies courantes, c'est en tant que ce personnage véhicule la question du traumatisme et de la réparation nécessaire. Euh, dans l'évaporation de l'ongle, je parle de réalité du Japon du 19e qui pourrait nous paraître étrangère. C'est aussi parce que en nous déguisant et en revêtant ce kimono, on retravaille ces expériences communes. Et, et c'est aussi pour ça que je m'adresse au lecteur, parce que il s'agit de travailler sur nos émotions et au fond, très sincèrement aussi de parler du lecteur. C'est-à-dire que la question de l'intime, elle est, au fond, j'ai un rapport à l'intime comme ça très double qui consiste à la fois à esquiver, enfin, cette dimension-là de l'esquive, elle est très présente. Par exemple, dans Nouvelles sur le sentiment amoureux, où on va toujours parler d'un peu autre chose que du sentiment amoureux, ou dans les petits déjeuners avec quelques écrivains célèbres, où je voulais m'essayer à l'écriture autobiographique, mais sans dire des choses trop intimes. Du coup, en faisant venir dans le cadre un autre écrivain qui allait un peu détourner l'attention sur lui, et puis en même temps, je ne voulais rien dire de personnel ou de gênant pour cet écrivain. Donc je parlais très peu aussi d'écrivain, donc il y a une espèce de double esquive comme ça, de ne pas parler de moi mais de parler de cet écrivain, et en même temps de ne pas parler de cet écrivain mais de parler de qu'est-ce qu'un instant de petit déjeuner et quelles sont toutes les strates qui innervent cet instant et qui font que chaque petit moment qui semble sans signification, comme celui du petit déjeuner, est en fait traversé par toutes sortes de souvenirs, de désirs, de projections, qui fonctionnent des instants très riches. Donc il y a par rapport à l'action de l'intime, il y a ce mouvement-là de l'esquive qui est un mouvement chez moi très présent, et qui fait que pour l'instant, je ne sais pas si je crois pas que je changerai, mais il faut laisser les choses ouvertes. Je suis incapable de parler de manière directe de mes deuils et je ne souhaite pas le faire aussi parce que ça impliquerait d'autres personnes que moi, des choses trop violentes pour moi, pour que l'écriture y aille. Et en même temps, tout cet intime, je sais aussi qu'il énerve mes fictions et qu'il est là de manière sous-jacente et que pour peu qu'on veuille l'écouter, voilà, mes fictions parlent aussi de ça. Je me suis aperçue au bout de quelques romans que plusieurs de mes romans apportaient, enfin que tous mes premiers romans en tout cas apportaient des réponses à comment faire avec la question de la perte.